Fréquence Région, le podcast qui diffuse les bonnes ondes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce numéro, nous rencontrons Naïs Pirolet, représentante de la France au Bocuse d'Or 2023. Son défi, succéder à son mentor, le chef David Tissot. Bonne écoute et bon appétit bien sûr. Naïs, bonjour. Bonjour. Vous avez 25 ans et vous êtes la première femme qui représente la France au Bocuse d'Or. J'imagine que c'est une grande fierté pour vous. C'est sûr que ça fait plaisir d'avoir pu en arriver là grâce à toute une équipe et toute une profession aussi, puisque on est soutenus et on avance tous ensemble. Et je suis heureuse d'être là. Et d'où vous vient cette passion pour la cuisine ? C'était d'abord une habitude de famille, mes parents nous ont toujours fait un peu cuisiner ou fait faire des gâteaux. Et puis moi, ça m'a un peu plus plu que mes frères et sœurs. Et j'en faisais plus souvent et j'ai voulu faire ce métier-là. Comment passe-t-on justement d'une passion à l'envie d'en faire son métier ? Je me suis rendu compte que ça me faisait plaisir, que ça me rendait heureuse de faire à manger, et surtout pour le fait de tous se retrouver après autour d'un repas et de pouvoir utiliser la cuisine pour rassembler ou discuter ou donner de l'émotion, du souvenir. Et je me suis dit que si je pouvais être heureuse toute ma vie, ça serait bien d'en faire mon métier. Donc je me suis donné les moyens de faire ça et mes parents m'ont soutenue. Et donc après, j'ai démarré mes études à l'Institut Paul Bocuse. L'Institut Paul Bocuse, et plus globalement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Donc oui, j'ai fait un bac général scientifique et après, je me suis inscrite à l'Institut Paul Bocuse où j'ai fait un bachelor d'art culinaire et management de la restauration en 3 ans, où j'ai pu y rencontrer le chef Tissot qui a fait partie des chefs déclics de ma formation. Puisque c'est là où ça m'a convaincue que j'avais envie de travailler en restaurant et d'avoir cette adrénaline du service et de la remise en question permanente où on sait que déjà jamais rien n'est acquis et qu'un restaurant, un service, c'est imprévisible, que ça vienne des clients, des coéquipiers ou du chef qui nous fait changer les plats. Et du coup, on est tout le temps en challenge et dynamisé et c'est ce qui m'a plu. Si je comprends bien, la base du métier, c'est d'être le plus polyvalent possible. Alors, au départ, dans la formation, on avait une partie de service aussi, parce que c'est important de tout comprendre. Donc, l'accent n'a pas été mis là-dessus pour nous, puisqu'on était en art culinaire. Mais dans l'idée qu'en tant que cuisinier, on comprenne le service et qu'on le respecte aussi et qu'on comprenne que c'est un métier, un savoir-faire, on avait besoin d'être sensibilisé un peu à ça. Et puis après, on a des cours pratiques de cuisine. On a des périodes de mise en situation dans les restaurants en interne, en cuisine aussi. On a des stages dans d'autres établissements, ce qui nous apprend aussi à nous intégrer dans une autre équipe, à s'adapter à un autre environnement. Et on a tout un tronc de matières théoriques qui nous apprend des bases de gestion, de management, d'art, d'histoire de la cuisine. Et qui nous permet d'avoir un éventail de connaissances qu'on peut après approfondir plus ou moins en fonction de nos objectifs personnels. Et après votre formation, comment est-ce que vous intégrez la brigade du chef Tissot ? Je fais mon dernier stage de validation d'études dans l'équipe du chef Tissot. On est au restaurant Saison. J'ai passé l'été là-bas et j'étais principalement en tournante sur les différents postes. Et ce qui était très intéressant dans ce stage comparé à d'autres stages, c'est qu'on avait des responsabilités et qu'on ne pouvait pas se cacher derrière notre titre de stagiaire, entre guillemets, dans le sens où si on n'était pas là ou si on faisait mal quelque chose, c'était notre responsabilité, comme on peut le vivre après en tant qu'employé. Est-ce que c'est aussi à ce moment-là qu'on passe de l'apprentissage au goût d'une certaine compétition et d'une certaine excellence ? Ça, c'est même avant, quand on choisit d'entrer dans l'Institut Paul Bocuse, puisque dès le début, on nous apprend des règles, des codes, ne serait-ce que les uniformes. Respecter l'uniforme, appartenir à un groupe, avoir des valeurs et savoir qu'on représente quelque chose et donc qu'on se doit d'agir en conséquence. Ça nous apprend l'excellence et la précision, le détail, l'importance du détail. Et qu'est-ce qui fait qu'on ait envie de se présenter au Bocuse d'Or ? Ça a été un peu une surprise parce que c'est vrai que c'est un univers que je ne connaissais pas. Lorsque j'étais en mise en situation avec le chef Tissot, j'avais eu l'occasion de faire un blanc avec l'équipe des États-Unis du Bocuse d'Or en 2017.
Et je connaissais pas du tout l'univers. Et donc là, je me suis rendu compte du challenge que c'était et de vraiment le côté un peu sportif de cette compétition. Et je me suis dit, ouais, c'est impressionnant, ça m'a fait rêver. Maintenant, j'avais jamais imaginé le faire forcément. Et après la sélection France du chef Tissot, déjà on était restés en contact tout le long, mais il m'a proposé de participer dans son équipe du Bocuse d'Or. Et quand on entend ça au téléphone à la coupure, on réfléchit pas beaucoup. On se dit ok, j'avais pas d'emploi pour l'année d'après, donc j'avais aucun frein et j'y suis allée les yeux fermés, en sachant pas forcément ce que j'allais pouvoir apporter dans un niveau de cuisine comme ça. Mais en connaissant le chef Tissot, je savais que j'aurais du travail, j'avais pas à douter de ça. Et donc je me suis lancée dans cette aventure. Et ça m'a plu. J'ai découvert un univers. J'ai cassé mes a priori sur la compétition que j'avais par rapport à des milieux sportifs où je voyais la compétition comme vraiment le fait de dépasser les autres, alors que c'est pas ça. La plus grosse épreuve, c'est de se dépasser soi et de repousser ses limites. Et puis de le faire tout ça en équipe pour le Bocuse d'Or. Et donc ça m'a plu. J'ai eu l'opportunité et l'accompagnement de chef pour m'inscrire à la sélection France. Je me suis dit que j'avais rien à perdre, qu'il fallait oser y aller et puis qu'on verrait bien ce que ça pourrait donner. David Tissot, merci d'être avec nous. Pourquoi avoir choisi Naïs et quelles sont ses principales qualités ? En fait, pour moi, en la faisant venir comme commis, je voyais déjà le potentiel qu'elle puisse un jour être candidate pour les Bocuse d'Or. L'idée était toujours là potentiellement, elle pourrait être candidate un jour. Donc je lui ai dit, écoute, tu restes dans l'équipe si ça t'intéresse et puis tu vis l'expérience. Donc elle a vécu pendant 2 ans l'expérience avec nous, avec la Team France et puis voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça jusqu'à ce qu'elle se positionne comme candidate. Et dans votre team Bocuse d'Or, elle était plutôt sur la partie recherche et développement. Ouais, après, on est tous un petit peu dans ce rôle-là, puisque c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de partage avec les autres chefs. Là où on va, il y a une idée. Souvent, il y a 1, 2, 3 idées dans la journée. Et puis après, il faut les mettre en action. Donc là, c'était un petit peu son rôle. Mais je pense que tout le monde a un petit peu ce rôle-là où peu importe où on se situe, c'est toujours de se dépasser, aller chercher des choses nouvelles et puis avancer en fin de compte en équipe. En gros, c'est un petit peu ça. Et quelles sont ses principales qualités qui font que... Elle en a pas. Non, je plaisante. Okay. Qui font que potentiellement, elle pourra vous succéder. De toute façon, après, c'est pas une question de me succéder ou pas. Aujourd'hui, il y a une compétition. Il faut qu'elle fasse sa compétition. Il faut qu'elle se fasse plaisir. J'ai envie de dire, peu importe le résultat, c'est surtout le cheminement pour y arriver. Victoire ou pas victoire, je pense que c'est déjà une victoire d'être là où elle en est. Après, c'est sûr qu'on rêve tous d'un podium, on rêve tous de l'or, on rêve tous d'être dans les têtes de série, mais déjà quand vous arrivez à être dans les 24 pays qui restent, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 70 pays au départ, c'est déjà une belle victoire. Voilà, et je pense qu'il faut arriver à travailler en se faisant plaisir, ce qui est jamais simple. Dès qu'on a une compétition, on a toujours envie de gagner, mais faut vraiment aller chercher la notion de plaisir là-dedans. J'ai regardé un petit peu vos réseaux sociaux, vous parcourez pas mal le monde. Ça ressemble à quoi l'agenda d'un chef sacré Bocuse d'Or ? Oui, il y a déjà un travail de représentation de la France à travers le monde, de la gastronomie française à travers le monde. Il y a, nous, sur l'Institut, on a 25 ou 27 écoles partenaires dans le monde. Donc, c'est des visites pour partager l'expérience, partager avec les jeunes le vécu et puis leur donner l'envie aussi d'aller sur cette compétition-là, l'envie de donner le dépassement de soi-même. C'est quelques repas et dîners à l'étranger ou en France. Voilà. Et puis, un gros travail sur le centre d'excellence
pour les futurs, donc pour les futurs jeunes en création. Voilà. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de ce projet qui a germé de centre d'excellence, sorte de Clairefontaine de la gastronomie, ou Marcoussis, ça dépend si on est footballeur ou rugbyman, et qui est soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par le président Laurent Wauquiez? Oui, de toute façon, ça c'est dès le départ, quand moi j'ai croisé le président de la région, M. Wauquiez, c'est vrai que on a tout de suite échangé sur le fait qu'il n'y avait pas d'équipe française qui représente notre pays sur les différentes compétitions européennes, mondiales, à travers les jeunes. Je pense que pour moi, c'est les jeunes sur lesquels il faut miser. C'est l'avenir. Et puis, pour les préparer à différentes compétitions, que ce soit pour le Bocuse d'Or ou le MOF ou d'autres choses plus tard dans leur vie professionnelle, je pense qu'il faut commencer plus tôt. Plus tôt on commence, plus tôt on vit des expériences de concours, mieux c'est. Je prends souvent l'exemple de Naïs qui, elle, c'est son premier concours, quelque part. Et puis, pour le coup, elle a tapé la barre assez haute, donc voilà. Mais je pense que il y a besoin de plus de préparation, plus de vécu à travers les concours pour pouvoir avancer et avancer et surtout se préparer. Voilà, parce que il y a la cuisine, c'est une chose, mais il y a aussi tout l'aspect mental, physique, comprendre les choses, tout ça. Alors c'est sûr qu'elle a l'appui de la Team France au quotidien, des chefs qui sont là aussi pour l'épauler si elle a besoin, mais pour ma part, je pense qu'on a un vrai travail de fond à travers les jeunes et leur faire vivre ces expériences de concours. Et puis aller se frotter aussi aux autres équipes qui sont dans le monde, quoi. Naïs, on revient avec vous. Comment se sont passées les sélections pour arriver jusqu'à la finale du Bocuse d'Or? A priori, vous n'avez pas connu trop de difficultés? Les difficultés, il y en a sur tout le parcours. Ce qu'il faut, c'est les dépasser, pas se laisser arrêter par ça. J'ai fait la sélection France du coup avec Cole Millard, mon commis, en novembre dernier, où on est arrivé premier et donc on a été intégré à la Team France pour être le candidat et commis du Bocuse d'Or. En mars dernier, nous avons fait les sélections européennes à Budapest avec la coach Tabata May, et où on s'est sélectionné parmi les 10 pays pour participer à la finale mondiale qui a lieu en janvier 2023 avec Cole Millard toujours et avec Édouard Loubet en tant que coach. D'accord, alors expliquez-nous comment on s'entraîne pour cet événement. Alors pour s'entraîner, déjà le principal c'est de connaître son objectif et de se donner les moyens de se consacrer entièrement à ça. Donc d'où l'intérêt d'avoir une structure comme on a aujourd'hui, grâce entre autres à la région Auvergne-Rhône-Alpes, et où on peut se concentrer à 100%, travailler sur la cuisine, apprendre à travailler les produits imposés, trouver les marqueurs de notre cuisine, de notre pays. Après, c'est aussi se préparer mentalement, gérer la pression. Comme le disait le chef, j'ai jamais fait de concours, donc il y a toute une pression qu'on doit porter qui est bonne et pas se laisser écraser par ça. Et surtout, savoir demander de l'aide. Savoir demander de l'aide aux chefs, aux personnes qui ont l'expérience, aux personnes qui ont déjà fait ce concours ou d'autres concours ou pas du tout. Et pour pouvoir nous accompagner dans toute la préparation. Énormément de préparation donc pour être prête le jour J. Quel est le thème imposé cette année? Alors le menu, donc on a 2 thèmes à travailler en 5h30. Le premier thème est un menu entrée plat dessert à destination des enfants. L'idée est aussi d'être un peu vecteur d'éducation chez les enfants. Et du coup, on doit travailler la courge en produit imposé sur une entrée, un plat, un dessert. Le deuxième thème est au plateau, donc l'épreuve caractéristique du concours, où on doit travailler 2 queues de lotte, 2 garnitures végétales, présentées donc sur un plateau que l'on design entièrement, et une garniture en cassolette en mode ragoût généreux à partager, qui est à base de légumineuses, moules et croûtons de pain.
On enregistre ce podcast à 1 mois du concours. Est-ce que tout est déjà figé et arrêté ou est-ce qu'au contraire, on peut remettre en cause le moindre détail jusqu'à la dernière minute ? Non, tout peut être mis en cause jusqu'au 22 janvier, à peu près. Surtout, c'est important de pas non plus se figer sur des choses et d'être capable d'améliorer et d'évoluer pour résoudre des problèmes ou des points faibles. Et donc on a nos recettes qui sont des axes de travail. Là, on est encore en train d'écrire les dernières recettes et d'ici une dizaine de jours, on démarre les entraînements où on récite notre partition et on fait goûter nos recettes et on adapte en fonction des retours, que ce soit à cause du temps ou à cause des goûts. Et on se perfectionne sur tout ce qui est technique, mise en scène et comportement. Dernière petite question, quel est le produit que vous préférez travailler et ou celui que vous préférez déguster ? Là, avec la région, je vais être obligée de dire la lentille verte du Puy. À cuisiner et à manger ? Non, j'ai pas de produit fétiche. J'aime pas trop me limiter. Donc, je mange de tout et j'aime tout travailler. Ça dépend plus des humeurs, de la saison, de l'endroit où on se trouve aussi. Et c'est ce qui est beau avec la cuisine, c'est qu'il n'y a pas de limite et qu'on peut travailler ce qu'on veut, quand on veut et de la façon dont on a envie. Et au-delà du Bocuse d'Or, quelle est votre envie ? C'est avoir votre restaurant Un jour, oui, ouvrir un établissement ou être en charge d'une cuisine, c'est sûr que ça fait partie d'un de mes rêves. Pas pour tout de suite, parce que je n'ai pas encore toutes les compétences qu'il faut, mais dans le futur, oui. Chef Tissot, merci. Naïs, merci. Bonne chance pour cette grande finale. On espère que vous allez nous régaler et vous régaler et conserver ce trophée Bocuse d'Or sur les terres d'Auvergne-Rhône-Alpes.